C'est bien. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être aussi nombreux dans cet hémicycle du Conseil environnemental, social, du Conseil économique, social et environnemental, je dis n'importe quoi. On va aborder ensemble ce matin la question des cursus universitaires en Europe, sous une forme un peu particulière, puisque nous allons reproduire ici ce matin avec Caroline Gonscombe qui m'accompagne, les questions à la Commission européenne. Caroline, dans quelques instants, va vous expliquer en quoi ça consiste, comment ça va se passer, mais ça va être très inclusif, vous allez tous pouvoir participer. Donc on va aborder tous les accords européens en matière d'éducation, les accords de Lisbonne, les accords de Bologne, en se posant quelques questions. Est-ce qu'ils ont été efficaces pour tous les jeunes européens? Est-ce que les cursus universitaires de toutes les universités européennes en ont profité? Et est-ce que le monde du travail s'est bien adapté à ces nouveaux cursus universitaires? Alors pour répondre à toutes ces interrogations, il y a plusieurs défis qui se posent autour de 5 sujets que nous allons aborder ce matin. Mais avant, je vais laisser Caroline peut-être détailler le process, puisqu'autour de ces 5 thématiques, vous allez à chaque fois pouvoir intervenir, voter. Caroline, expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Oui, tout à fait. Nous allons effectivement reproduire quelque chose d'un tout petit peu particulier qui s'appelle les questions à la Commission. Donc en gros, vous êtes les membres du Parlement européen, nous sommes les commissaires et nous sommes donc les personnes que vous allez devoir cuisiner sur 5 sujets qui sont différents indices, différents défis qui se posent à l'Europe de l'éducation aujourd'hui. Et pas que, nous verrons aussi. Le principe de ces questions à la Commission, c'est quelque chose qui est établi clairement dans l'article 129, je vous passe les détails, du règlement intérieur du Parlement européen. Et en fait, la particularité, c'est que les questions sont tirées au sort. Donc vous allez tout simplement faire la même chose. On va demander à 5 personnes, à 5 participants, 5 d'entre vous, de tirer au sort les 5 questions auxquelles nous allons répondre. Alors, on aura un tout petit peu plus de temps que les commissaires, puisqu'il faut savoir que dans le cadre du règlement intérieur, les députés, ils ont 1 minute pour poser la question, les commissaires, ils ont 2 minutes pour répondre. Nous, on aura un tout petit peu plus de temps pour vous donner quelques détails en plus, des chiffres, des statistiques et quelques informations complémentaires. Mais on va essayer de reproduire ces différentes façons de faire avec un maître mot qui est l'écoute et le consensus, parce que ce qu'on sait peu sur l'Europe, c'est que l'Europe, c'est avant tout un lieu de consensus. On se met d'accord tous ensemble, on est nombreux, on est 27. Moi, je dirais 27 et demi, parce qu'il y a quand même quelques participants autour, satellites. Et donc, à partir de là, on doit se mettre d'accord, et parfois, ça n'est pas simple. Et le Parlement européen est un lieu complexe où on essaie de se mettre d'accord à beaucoup, avec parfois des intérêts divergents ou parfois des intérêts convergents. Donc, c'est parti, on y va. Parmi vous, si vous êtes volontaire, présentez-vous et vous allez être les fameux députés posant la question aux commissaires. Perrine et moi étant les commissaires. Ne nous cuisinez pas trop quand même, hein. Soyez sympas. Alors, peut-être pour bien démarrer, il y a un QR code qui vient de s'afficher. Je vous propose de le scanner, si vous voulez. Comme ça, vous aurez les différentes thématiques qui vont s'afficher sur votre téléphone. Vous pourrez suivre les questions. Ça va vous permettre de bien comprendre chacun des sujets qu'on va aborder et de bien les suivre. Et puis, si vous êtes tous prêts, je propose tout de suite d'aborder la première thématique que je vous donne. La question qui est posée, c'est: l'harmonisation des diplômes a-t-elle facilité la mobilité des étudiants et des enseignants en Europe? Et est-ce qu'elle offre les mêmes chances de réussite à tous? Donc voilà, ça c'est la première thématique que nous allons aborder. Il y a une urne qui va circuler et je propose à l'un d'entre vous de lever la main, tout simplement, pour tirer au sort une question sur ce thème, question à laquelle nous allons répondre. Voilà, cette jeune fille. Bonjour.
Hop, jeune fille avec le pull en rose, voilà, qui va tirer au sort la première question et qui va nous la lire. Bonjour. Bonjour. Existe-t-il des disparités dans la mise en œuvre du processus de Bologne entre les différents pays européens? Alors, Caroline, déjà le processus de Bologne, peut-être en Voilà. deux mots. Alors en fait, le processus de Bologne, donc c'est quelque chose qui a quelques années maintenant, plus d'une vingtaine d'années à vrai dire, et ce processus a un principe qui est d'essayer de mettre en place une harmonisation des différents diplômes européens. Avant, je vais vous la faire simple, c'était un fouillis, pour être poli, incommensurable, rien ne correspondait à rien. Le principe de Bologne, ça a été de dire, on va créer un cursus unique, LMD, licence, master, doctorat, et on va faire en sorte que l'ensemble des pays membres, à minima, mais ça n'est pas limité aux pays membres, je vais préciser ça dans une seconde, donc à minima, quand on passe un diplôme dans un des pays membres, ça correspond à un même diplôme dans un autre des pays membres. Donc ça a été ce premier principe. Alors est-ce que ça a permis une harmonisation ? Oui, soyons clairs. Et qu'est-ce que ça a généré surtout? C'est une appétence pour des pays qui ne sont pas des pays membres de l'Union européenne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce processus d'harmonisation, il concerne aussi un truc qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. Je vous le dis tout de suite, c'est ce fameux Conseil de l'Europe. Donc de grâce, ça c'est pour nos amis étudiants, de grâce, ne mélangez pas Union européenne et Conseil de l'Europe, ça n'a rien à voir, mais ça a généré un processus d'adhésion de l'ensemble de ces pays non membres de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec finalement un processus qui est certes très puissant, et je vais vous dire dans une seconde, encore plus puissant depuis une semaine, dans le cadre des pays membres, mais qui va bien au-delà des pays membres. Alors, est-ce que ça a permis de la cohésion ? Bien évidemment. Est-ce qu'il y a eu des problématiques ? Bien évidemment aussi, puisque vous avez des pays qui n'ont pas les mêmes fonctionnements institutionnels et académiques que d'autres. Alors, certains pays ont conservé, par exemple, leurs particularités au-delà du doctorat. On peut parler d'un sujet que connaissent bien les enseignants, chercheurs, qui s'appelle l'habilitation à diriger des recherches. Eh bien, l'habilitation à diriger des recherches est une particularité qui a été conservée, donc au-delà du doctorat, on sort de Bologne, qui a été conservée en Allemagne, en Italie et en France, et pas ailleurs. Donc vous avez ces particularités. Donc oui, harmonisation, mais à côté des problématiques. Alors vous avez certains pays où c'était plus complexe parce que les processus étaient plus longs, on peut citer la Grèce par exemple, mais aujourd'hui tout ça est parfaitement harmonisé. Et c'est tellement harmonisé que maintenant, passer un diplôme en Allemagne sera automatiquement valide dans n'importe quel autre pays européen. Enfin, on va avoir des titres qui vont devenir des titres européens. C'est quelque chose qui est très récent. Ce sont des projets qui ont été portés par l'Union européenne depuis pas mal d'années. Et enfin, on commence pour la première fois, à partir de 2025, on va avoir ces titres qui seront des titres européens possibles. J'espère avoir bien répondu à votre question. Normalement, j'ai 2 minutes. Je crois que j'ai un petit peu dépassé. Mais merci de la question. Et donc, vous pouvez voter pour voir si vous avez compris, rien compris, si vous adhérez au processus de Bologne ou pas. Vous avez le droit de ne pas adhérer et de dire que c'est une gabegie totale. Bon, personnellement, je dirais que ce n'est pas le cas. Pour vous, pour votre avenir en tant qu'étudiant, ce n'est pas le cas non plus, parce que vous pouvez commencer un cursus en France et aller n'importe où en Europe après, et vous avez la possibilité de revenir et d'avoir un diplôme qui est valide partout. Je vais vous laisser quelques secondes pour voter, peut-être ? Oui, donc on peut voter. Donc allez-y, votez. Est-ce que vous adhérez ? Est-ce que vous n'adhérez pas ? Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai raconté ou pas ? C'est important pour moi aussi. Et alors sachez une chose, c'est que j'ai les résultats, donc je peux vous fusiller si jamais vous ne répondez pas oui à toutes les questions. Alors, on vote. On vote. Là, pour l'instant, je n'ai pas de réponse, mais ça va venir. Ouais, il faut que ça... J'espère. Ouais. Voilà, ça va venir. Ah, ça y est, ça commence à venir. Voilà. Alors, visiblement, vous comprenez bien, génial. Et vous adhérez tous. Ah, c'est bien ça. Donc, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc, je crois qu'on peut passer à la deuxième question, puisque tout le monde est. Le vote est terminé. Tout le monde a voté. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde a voté. Il y en a qui acquiescent parce qu'ils ont voté. Ceux qui n'ont pas voté, c'est pas bien. Mais c'est pas grave. Sachez qu'effectivement, à Bruxelles, il y a des tas de gens qui ne se prononcent pas non plus. Donc vous avez le droit de ne pas vous prononcer. Mais bon, c'est un peu dommage dans cette enceinte parlementaire.
Alors, on va donc passer à la seconde thématique. La deuxième question, c'est est-ce que le système LMD, donc licence, master, doctorat, est-ce que ce système a rapproché les pays européens en termes de compétences et de qualification de la main-d'œuvre? Voilà, ça c'est une question très intéressante. Alors, je crois que quelqu'un a levé la main, voilà, pour tirer au sort une question à poser sur cette seconde thématique. Est-ce que je peux vous passer Et on va vous écouter. Ok, voilà, c'est parti. Bonjour. Bonjour. La mise en œuvre du système LMD a-t-elle permis de réduire l'écart de compétences entre les pays européens? C'est celle que je ne voulais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, faut que vous sachiez que toujours, les commissaires espèrent ne pas tomber sur une question épouvantable. C'est celle-là. Alors, pourquoi je vous dis c'est celle-là? Tout simplement parce que c'est oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un indicateur qui a été créé. L'Union européenne est extrêmement friande d'acronymes, et donc à chaque fois qu'il y a un sujet qui se pose, elle crée un acronyme. Donc là, on a ce que s'appelle l'indice européen des compétences. Alors en anglais, c'est ESI, European Skill Index. Et donc cet indice européen des compétences permet de mesurer l'écart par rapport à un topic, par rapport à un sujet professionnel. Ça permet de mesurer l'écart de compétences entre les différents pays membres. Ça a été inventé par le CDFOP, qui est spécialiste du domaine. Donc on a cet indicateur. Aujourd'hui, cet indicateur tend à dire que ça a permis de réduire la compréhension des sujets en termes de compétences. Maintenant, il y a une problématique qui est l'interprétation locale de ce que c'est qu'une compétence. Et l'interprétation locale aussi de ce que contiennent les jobs. Parce qu'en fait, il y a un autre sujet, c'est que quand on parle d'une certaine fonction dans certains pays européens, on ne comprend pas la même chose encore que dans d'autres pays. Donc ce n'est pas parce qu'en termes de compétences, on se rapproche, que quand vous allez avoir une description de job en Grèce, en France ou en Allemagne, ça voudra dire la même chose. Pour ça, il y a une base de données qui a été extrêmement bien faite, qui n'est pas issue de l'Union européenne, mais de l'OCDE, et qui s'appelle WISE, si ça vous intéresse. Et cette base de données, en fait, vous dit, voilà, quand on parle de ça, voilà ce que ça implique en termes de compétences. Donc, effectivement, derrière, vous avez la possibilité, sans aucun problème, de savoir, de comprendre un petit peu mieux ce qu'on attend de vous en termes de travail ou de prise de poste. Donc, oui, l'ESI a permis de rapprocher, mais ça reste encore quelque chose qui est quelque chose à améliorer, à transformer, etc. Petit détail, j'en profite pour faire vous donner une petite information. Pour ceux qui veulent toutes les sources, tous les chiffres que j'évoque là, tous les éléments que j'évoque là, sont bien évidemment illustrés par un certain nombre de sources, d'éléments, etc. Donc tous ces éléments-là, si ça vous intéresse de les avoir, et si vous avez envie d'un petit peu de lecture académique, donc je vous préviens tout de suite, les articles académiques, vous les connaissez, parfois c'est un peu long et complexe, donc vous pouvez laisser votre mail, soit écrire au Printemps de l'économie, vous le trouverez sur Internet, soit laisser votre mail à l'entrée, et je vous ferai parvenir l'ensemble des sources de tout ce que je raconte en ce moment. Peut-être pour compléter quand même votre réponse, Caroline, ce sont des indices qui existent depuis longtemps, ces indices Non, non, ça n'existe pas depuis longtemps, c'est quelque chose qui... Donc on n'a pas beaucoup de recul encore. On a une dizaine d'années. On a à peu près ça commence à être mais c'est à nouveau quand on parle de formation, disons d'approche professionnelle, d'approche par les skills, les compétences, etc. Ce sont des choses qui ont été mises en place progressivement et qui continuent d'ailleurs à être mises en place dans certains domaines, comme ce qu'on appelle les TIC encore aujourd'hui, et l'IA, etc. Bien sûr, dès qu'il y a une technologie qui arrive, dès qu'il y a un sujet qui arrive, l'indice n'étant pas existant, il est complété par ce type d'approche. Très bien. À vous. On va passer au vote. Mesdames et messieurs les députés, à vous. Voilà, puisque vous êtes député européen aujourd'hui, vous pouvez voter sur votre application pour savoir si vous avez été convaincu ou pas par la réponse de Caroline. Du commissaire. De la commissaire. De la commissaire, absolument. C'est vous qui avez les résultats. C'est moi, je ne suis pas la seule. Voilà. Pareil, c'est bon. Ok, on peut y aller, je pense.
OK? Ouais. Ça marche. Donc, ce second vote est fait. On va passer maintenant à la troisième thématique autour de ces études universitaires européennes. Troisième thématique, donc la standardisation des cursus, est-ce qu'elle répond efficacement au marché du travail européen et aux défis émergents? Voilà, donc sur cette troisième thématique, c'est pareil, tirage au sort d'une question. Voilà, mademoiselle tout au bout. Allons, c'est un jeune homme qui a un... Ah, c'est un jeune homme finalement, pardon. Bonjour à tous. Bonjour. Donc la question est, dans quelle mesure les programmes d'études standardisés dans le cadre du processus de Bologne ont-ils été alignés sur les besoins du marché du travail européen? Très bien, merci. Alors celle-là, elle me fait très plaisir. Donc je suis assez contente qu'elle ait été tirée au sort, parce que celle-là, il y a plein de chiffres, plein de statistiques. Et a priori, effectivement, il y a un bon alignement, puisqu'il y a eu pas mal d'enquêtes qui ont été faites auprès des différents employeurs européens. Et en fait, il y a un alignement de l'ordre de 80%, ce qui est considérable. Alors j'arrondis, c'est 78,6%, donc on peut dire 80%, donc un bon alignement. Effectivement, l'harmonisation des cursus, le fait en fait de savoir exactement que contient tel diplôme, quelle que soit l'origine du diplôme, c'est quelque chose, il y a une réelle appétence de la part des professionnels, des employeurs en général, des employeurs européens, et c'est une appétence qui est exprimée, qui est extrêmement forte. En fait, ce qu'ils attendent, c'est certes une meilleure compréhension, mais aussi, donc une meilleure lecture, mais aussi, ils ont une attente forte, beaucoup plus forte, sur ces diplômes, cet alignement européen que préalablement. Aujourd'hui, il faut savoir que le fait d'avoir un cursus qui est un cursus identifié comme étant européen, donc vous commencez dans un pays, vous allez dans un autre, eh bien, c'est une attente de 67% des employeurs. Donc ça vous donne une vraie valeur ajoutée d'être multi-pays, si je puis dire, et de participer à ces fameuses mobilités Erasmus. Parce qu'en participant à ces mobilités Erasmus, vous avez en fait beaucoup plus de chances, beaucoup plus de visibilité d'intégrer rapidement le monde du travail. Il faut savoir que chaque année, vous avez plus de 600 000 étudiants européens, 640 000 l'an dernier, qui ont participé à des mobilités Erasmus, plus de 10 millions depuis que le principe existe. C'est quelque chose de très puissant, de très fort en Europe. Et je ne sais pas, parmi vous, qui a déjà participé à une mobilité? Une personne. Ah, vous êtes hors des statistiques, donc demandez des mobilités Erasmus, et ça vous apportera probablement beaucoup d'un point de vue de votre employabilité, donc de votre sortie du cursus universitaire une fois diplômé. Est-ce que c'est une mobilité qui a tendance encore à augmenter, qui continue à progresser? Absolument. Alors c'est moins fort qu'originellement. Aujourd'hui, on a des mobilités entre 3,7 à 4% par an de plus. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'avec une forte logique qui est une logique d'inclusion, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment d'intégrer tous les étudiants, on favorise aussi beaucoup les boursiers, etc., pour permettre une mobilité à tous les types d'étudiants. Est-ce qu'il y a des pays où il y a moins de mobilité que d'autres, ou c'est à peu près équivalent dans tous les pays de l'Union européenne? On peut dire que les pays du Nord sont les champions, quelques pays du Sud aussi, beaucoup d'Italiens bougent. Donc ça dépend vraiment parmi les nouveaux membres aussi, enfin nouveaux, maintenant ils ne sont plus tellement nouveaux, enfin bon, parmi les membres, les derniers arrivés si je puis dire, eh bien effectivement il y a une réelle appétence à la mobilité, une réelle appétence à aller passer, alors pas dans un seul pays européen, parfois on a des triples mobilités ou des doubles mobilités, des gens qui font une première mobilité puis une seconde. Plus vous avez de mobilité, plus vous avez d'employabilité. Et est-ce que les universités européennes ont tout adapté, du coup, un peu leur cursus en fonction de cette mobilité des étudiants au niveau de l'Europe? On peut dire oui. Ouais. On peut dire oui. Ça a beaucoup bougé. Ça a beaucoup bougé. Et ça va même plus loin, puisque aujourd'hui, les mobilités font partie intégrante de la diplomation dans beaucoup d'universités. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de voter à nouveau sur cette thématique. Oui, vous avez normalement
En fait, normalement, au Parlement européen, vous voyez les petits boutons que vous avez devant vous, ça ne se fait pas par QR code, mais ça se fait effectivement par des systèmes de vote internes. Pourquoi ? Parce que ça permet, entre guillemets, de soi-disant sécuriser les votes et d'être bien certaine que c'est le bon député ou le bon membre. Alors, en anglais, on dit MEP, Member of European Parliament. En général, malheureusement, la langue vernaculaire de l'Union européenne, ou heureusement, je ne sais pas, c'est l'anglais. Ça permet à tout le monde de se comprendre. Et effectivement, on a plutôt tendance à désigner les membres du Parlement européen par leur acronyme anglais, encore, MEP. C'est bon ? Je ne sais pas. Allons-y. C'est vous qui me dites Oui, pour le c'est vote. bon. C'est bon. C'est Allez, bon. super. On enchaîne donc avec le 4e sujet de ces questions. Est-ce que les pays et les établissements conservent encore assez de marge de manœuvre pour innover et se démarquer les uns des autres ? Alors, qui veut tirer au sort une question ? Eh bien, on est vraiment dans la parité. Voilà. Parfait, parfait. Bonjour. Bonjour. Quelle est la marge de manœuvre des universités dans la conception de leur programme d'études dans le cadre du processus de Bologne ? Merci. Celle-là, je n'aime pas non plus. Bon. Vaste sujet, effectivement. Il y a une question qui a été posée très rapidement. Cette question, c'était de dire, est-ce que finalement le fait d'avoir un système de diplomation harmonisé, ça n'allait pas détruire la valeur ajoutée de tel ou tel cursus ? Et la réponse, bien évidemment, c'est non. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas parce que vous avez un diplôme commun qui a des éléments de comparaison tangibles que vous avez une perte de valeur ajoutée. Bien au contraire. En fait, vous avez la façon d'enseigner, vous avez un certain nombre d'universités, l'université de Maastricht, etc., qui ont des méthodologies propres. Donc en fait, les universités conservent, les écoles, les universités conservent leur autonomie d'enseignement, c'est-à-dire qu'en fait, la méthodologie d'enseignement, elle est totalement unique, elle est totalement propre à chaque université, à chaque école, etc. Mais derrière, on a mis en place des éléments de comparaison. Donc en gros, quand vous mettez en place un diplôme, vous exprimez ce que vous allez faire porter par ce diplôme, qu'est-ce que ça implique en termes de compétences, en termes de savoir-faire, etc. Mais derrière, et vous mettez en place un processus de comparaison, de comparabilité. Mais en aucun cas, vous allez modifier ou influer sur la façon d'enseigner de ces écoles et de ces universités. Donc on a vraiment une autonomie pédagogique. Et ce n'est pas parce qu'il y a une autonomie pédagogique que ça n'est pas comparable, bien au contraire. Analogie de maquette, autonomie pédagogique. Donc on sait comparer les contenus, on sait comparer les connaissances, mais l'accès à ces connaissances, la façon dont on vous amène aux compétences et aux connaissances, là, ça dépend de l'école où vous êtes. Donc si vous êtes bien dans votre école, etc., ça veut dire que la pédagogie est bonne, et en plus, vous allez derrière vous retrouver avec un diplôme qui est lisible par l'ensemble des acteurs de l'Union européenne, que ce soit des employeurs ou que ce soit d'autres acteurs économiques, parce qu'en fait, d'autres acteurs académiques, c'est aussi pour continuer votre cursus. C'est pas parce que vous commencez avec une licence en France ou en Allemagne ou en Italie ou en Bulgarie, peu importe, que vous n'allez pas pouvoir continuer dans un autre pays européen, bien au contraire. Est-ce qu'on peut dire au contraire même que ça a peut-être poussé même certaines universités à innover pour se démarquer ? Alors oui, non seulement ça a poussé les universités à innover, parce qu'effectivement aujourd'hui vous avez des pédagogies, alors il y a le maître ignorant, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le maître ignorant. Le maître ignorant, c'est absolument génial. En fait, c'est vous faire des sujets qui vous intéressent vous, mais que votre enseignant ne connaît pas. Donc ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup développé aux Pays-Bas. L'enseignant arrive en cours, il ne sait rien au sujet, et il vous demande, est-ce qu'il y a un sujet qui vous intéresse ? Oui, non, peut-être, bon, ça dépend. Et en l'occurrence, vous exprimez votre sujet, et c'est vous qui répondez à un sujet qui vous intéresse, votre professeur, entre guillemets, n'y connaissant strictement rien. Et ça donne, on voit beaucoup ça aux Pays-Bas, et ça donne des avancées pédagogiques. C'est-à-dire que la prise en charge du cours, c'est comme le cours à 360 degrés aussi, la prise en charge de la pédagogie par les élèves génère une acquisition des compétences et des connaissances par les élèves largement supérieure à une logique magistrale. Voilà, on a des exemples. Ça, c'est génial. Ça n'existe pas en France, hein. Je pense que si, ça doit aussi exister. Enfin, ce sont des avancées pédagogiques assez connues, donc ça doit exister aussi en France. Bon, moi, c'est quelque chose que je pratique pas mal quand je donne des cours à mes étudiants. Mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, permet des acquisitions de connaissances et de compétences beaucoup plus poussées et surtout beaucoup plus rapides.
Alors il y a d'autres méthodologies, donc effectivement j'ai cité le cours à 360 degrés, des choses comme ça, et vous avez même des cursus entiers, à nouveau aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas sont très innovants en termes de pédagogie. Aux Pays-Bas, vous avez aussi cette logique de co-création de cours par les étudiants et leurs enseignants. Donc oui, des avancées en termes de pédagogie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, après tout, pourquoi ne pas aller continuer à faire un cursus aux Pays-Bas? J'ai pas d'action aux Pays-Bas. Et l'harmonisation des diplômes, elle n'a pas gommé certains particularismes locaux qui peuvent exister dans des universités? Pas du tout. Pas du tout, mais en revanche, ce qui est assez bien, dont j'en ai déjà un tout petit peu parlé, c'est qu'effectivement, dans le cadre du Conseil de l'Europe, donc cette harmonisation aujourd'hui, elle va au-delà de l'Union européenne. Vous avez les 35 pays du Conseil de l'Europe, et donc vous pouvez aussi, quand vous avez un diplôme qui est un diplôme que vous allez passer en dehors de l'Union européenne, il y a des éléments de comparabilité qui existent. Alors attention, ce n'est pas parce qu'il y a comparabilité qu'il y a admissibilité. L'admissibilité, c'est-à-dire la vraie interaction entre les cursus, c'est quelque chose qui est propre à l'Union européenne, mais au moins quand vous passez un diplôme dans un pays du Conseil de l'Europe, il est lisible pour des acteurs au sein de l'Union européenne. Merci Caroline. Je vous propose de voter sur cette thématique à nouveau. Alors, normalement, vous avez 25 secondes pour voter. Alors, on compte. Tic-tac, tic-tac. Est-ce que vous le faites? On aurait dû mettre un chronomètre. On aurait dû mettre un chronomètre, oui, absolument. Ouais. Et normalement, vous avez assez peu. Il nous manque le petit chronomètre qu'il y a dans tous les parlements pour à la fois effectivement poser la question et répondre à la question. Voilà, tout est toujours un peu timé. Et normalement, vous avez en fait, quand on parle, un chronomètre juste devant vous, et à bout de 2 minutes, ça s'arrête. Ce qui est assez stressant. Enfin, pour les commissaires. Après tout, c'est bon? C'est bon. Tout le monde a voté? On y va pour la 5e thématique. Exactement, 5e et dernière thématique. Comment les universités européennes peuvent-elles améliorer leur compétitivité internationale tout en maintenant les principes du processus de Bologne? Alors, qui est volontaire pour poser? Voilà. Je choisis une fille. Il y a déjà eu, pardon. Désolée. Bonjour, on vous écoute. Bonjour. Comment les universités européennes peuvent-elles tirer parti de leur capacité de recherche pour stimuler l'innovation et relever les défis mondiaux? Vaste question. Vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes. 2 minutes, mon Dieu. À votre avis. Bien, bref. Alors, j'ai droit à 3 minutes, le temps de me remettre, parce que bon, celle-là est assez considérable. Merci de l'avoir tirée. On se retrouve à la fin. Je vais vous parler 2 minutes de l'avoir. Bref. Alors effectivement, ramener ça au processus de Bologne, ramener ça aux différents processus. Bon, là pour le coup, on va au-delà de ces processus-là. Dans le cadre de la logique collaborative, en fait, dans l'idée de faire correspondre l'ensemble des diplômes, l'Union européenne a mis en place aussi un certain nombre de correspondances sur la partie recherche. En fait, quand on termine, on a donc licence, master, on est assez dans l'opérationnel, et après on va en doctorat où on est dans une logique de réflexion innovante. Et donc les universités européennes ont mis en place, par le biais de ce dernier échelon des processus, faites des doctorats. J'en profite pour faire un peu de pub pour le doctorat, parce que ce qui fait la force des cursus en dehors de l'Union européenne, c'est cette partie doctorat. Donc faites des doctorats, faites des PhD, ça donne une meilleure lisibilité internationale. Petite pub passée, je me permets. Donc c'est par cette logique du doctorat, par le développement du doctorat, par le développement de l'implication, ou plutôt comment dire, en anglais ce serait interwoven, mais en français ce serait une sorte j'ai pas le terme français qui vient, mais c'est bon, une implication, une immixtion en fait, un mélange entre l'étude et la partie, je dirais, le travail avec les industries, le travail avec les acteurs professionnels, parce que c'est ce que c'est aussi un doctorat. Eh bien, les universités ont créé des leviers
d'innovation. Alors maintenant, vous avez, et derrière, ce qui est aussi intéressant, c'est que derrière ces leviers d'innovation, vous avez des logiques de création de structures, vous avez donc de spin-off, vous avez des logiques de financement pour aller plus loin dans les logiques de recherche. Donc ils ont créé en fait un écosystème, et je parle au niveau européen, parce que c'est plus ou moins fait en fonction des pays, mais vous avez cette logique de l'écosystème de l'innovation qui en fait est fondée sur la lisibilité de l'ensemble des diplômes. Quand on a un docteur, quelle que soit l'origine du docteur, donc c'est très compétitif aussi, le marché des docteurs est quelque chose de très compétitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il faut financer des docteurs à un très haut niveau. Vous avez des pays qui sont très forts pour faire venir les docteurs et des pays qui sont moins forts pour faire venir des docteurs. Les pays très forts, à nouveau, ce sont les pays du Nord. Quand vous allez à Oslo, vous allez voir qu'à l'université d'Oslo, par exemple, vous avez des docteurs qui viennent du monde entier pour participer à la recherche au sein de l'université d'Oslo. Vous avez dans tous les pays du Nord, vous avez des docteurs qui vraiment viennent du monde entier. En France, on est un petit peu moins fort, disons-le, pour des questions aussi de financement. Donc on a vraiment cette problématique qui est l'innovation, c'est un écosystème. Ça commence par des acteurs académiques de très haut niveau, de très 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 haut niveau d'ailleurs. Et par exemple en sciences dures en France, on a des académiques de très 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 haut niveau aussi. Et derrière, il faut avoir absolument cet écosystème d'accompagnement, de financement qui sont complètement nécessaires pour aller vers l'innovation. Donc oui, il y a des universités qui ont su construire cet écosystème. Il y a des écoles, il n'y a pas que des universités, vous avez aussi le principe des écoles. Il y a des écoles qui ont su construire cet écosystème et d'autres un petit peu moins. Donc cette stimulation, elle vient de l'écosystème et elle vient des capacités à acquérir et à faire travailler ensemble des écosystèmes. Donc oui, elles ont permis ça. Oui, le LMD a permis ça, enfin surtout le D, mais on est encore pour le coup dans quelque chose qui est en construction. Parce que c'est pour le coup, quand on est au-delà de la logique D, si je puis dire, donc quand on est au-delà de la logique de l'acquisition du doctorat, on sort un petit peu du processus, et quand on sort du processus, on a moins d'harmonisation. La recommandation qu'on pourrait faire, pour le coup, à vos collègues parlementaires européens, n'est-ce pas, ce serait effectivement de passer des informations, de passer des règles pour sécuriser cet univers, cet écosystème du doctorat. Alors vous avez quelque chose qui s'appelle les Marie Curie. Les Marie Curie, c'est pour faire venir des doctorants et faire venir des doctorants en Europe, des doctorants qui viennent, ou des docteurs ou des doctorants qui viennent d'en dehors de l'Union européenne. Mais ça n'est pas suffisant pour être suffisamment fort par rapport à ce marché des docteurs qui est extrêmement, éminemment compétitif. Et c'est plus on a de docteurs, plus on a en fait de recherche aboutie, et plus, in fine, on a de la création d'innovation. On se plaint beaucoup qu'il y a moins d'innovation en Europe que dans d'autres écosystèmes dans le monde. C'est peut-être aussi parce que cette partie doctorat n'est pas suffisamment développée, c'est-à-dire ce qui est dit dans pas mal de rapports. Donc on arrive quand même à attirer et retenir les meilleurs talents internationaux. On arrive. Mais il y a encore une marge de progression, si je comprends bien. Absolument. On arrive à faire venir des très très grands talents internationaux, mais effectivement, on a peut-être plus de mal à retenir les jeunes talents. Ça c'est vrai, mais il y a une grosse, pour le coup, au-delà du D, si je puis dire, il y a donc du doctorat, il y a une marge de manœuvre assez conséquente. Et le message, c'est si on veut l'innovation en Europe, et on n'arrête pas de dire, à la séance précédente, on a dit il manque de l'innovation en Europe, il manque de l'innovation en Europe parce qu'on ne va pas au-delà de cette logique de lisibilité des doctorats. Il faut aller au-delà, il faut faire venir des talents, il faut conserver aussi nos talents, ce qu'on fait peut-être un petit peu moins bien en Europe qu'ailleurs. Est-ce que les États-Unis réussissent mieux que nous, pour le coup? À votre avis? Oui. On est dans une enceinte européenne, je n'ai pas le droit de parler des États-Unis. À votre avis? Il n'y a pas que les États-Unis. La Chine? On peut parler de la Chine, on peut parler de l'Inde, on peut parler du Brésil, on peut parler d'un certain nombre de pays qui sont très très forts dans le développement des programmes doctoraux et des pays aussi de bonne rétention des talents. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de collaborations qui se mettent en place, notamment entre l'Europe et des pays comme, on peut parler du Brésil, on peut parler d'autres pays qui sont des pays où il y a une grande appétence dans les partenariats académiques. Très bien. Merci Caroline. À vous de jouer. À vous de voter. Oui, à vous de jouer. Les MEPs. Est-ce qu'on est à l'heure? C'est bon?
Oui, on est à l'heure. On est à l'heure. On peut même faire un petit jeu, puisque vous aimez bien répondre à des questions. Vous n'avez pas préparé. Peut-être qu'il y a des questions. Peut-être qu'il y a des questions dans l'hémicycle. Absolument. Pour vous, Caroline, auxquelles vous pourriez répondre. Je ne sais pas si certains d'entre vous auraient des questions sur les cursus universitaires européens. Une petite curiosité. N'hésitez pas. Les questions les plus simples sont les bienvenues. Ouais, pas trop les compliquées. Pour ceux qui auraient envie de tenter l'aventure des cursus universitaires européens, est-ce qu'il y a des questions? Bonjour madame. On va vous passer on va vous apporter un micro. Oui. Alors, vous avez parlé d'harmonisation qui avait lisibilité au niveau européen, mais pas miscibilité. Ça veut dire quoi, pas miscibilité? C'est-à-dire que si on est diplômé, par exemple, on est médecin dans un pays européen, on ne peut pas exercer partout? Alors en fait, il faut faire la nuance entre pays membres et pays non membres. Dans les pays membres, même maintenant c'est le cas, mais vous avez une correspondance des diplômes. Et avec bientôt ce fameux diplôme européen qui va gommer toutes les différences. Mais vous avez, dans les pays membres, dans les 27 en fait, vous n'avez pas de problème de correspondance des diplômes. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le LMD, il est allé au-delà de l'Union européenne, puisqu'effectivement, il s'est, d'une façon virale, immiscé dans une autre instance qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, qui est le fameux Conseil de l'Europe, et les pays membres du Conseil de l'Europe l'ont aussi adopté. Mais là, vous avez une lisibilité, mais il n'y a pas de reconnaissance mutuelle, sauf dans certains cas. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un pays, si vous passez un diplôme dans un des pays du Conseil de l'Europe, vous n'êtes pas automatiquement éligible à l'équivalent dans les pays membres. Mais on sait lire ce qu'il y a dans votre diplôme, puisqu'ils sont membres, ils ont adhéré au processus LMD. Voilà. C'est pour ça que je parle de... Voilà. Mais dans les pays membres de l'Union européenne, la question ne se pose absolument pas. Mais comme tout le monde confond toujours Conseil de l'Europe et Union européenne. Je crois qu'il y a une question là-haut. Ah oui, une question là-haut. On va vous apporter le micro. On vous apporte un micro. Bonjour, merci d'intervenir. Hop. Voilà. Bonjour, j'avais une question parce que pour Erasmus, c'est sur un système de points, il me semble. Comment est-ce qu'on pourrait garantir à tous les élèves qui auraient envie de partir et qui n'ont pas assez de points de pouvoir avoir cette expérience de mobilité à l'étranger s'ils n'arrivent pas à obtenir assez de points dans leur cursus, ce qui peut être un peu inégal sur certains aspects? Merci. Alors, ça dépend de votre organisation interne. C'est-à-dire que il y a des méthodologies de sélection. Quand on dépose une candidature, quand on va auprès de l'agence exécutive, on évoque la façon dont on va gérer les candidatures, cette façon est décrite et elle essaie d'être la plus égalitaire possible, avec des biais qui sont d'aider les personnes qui ont le moins de chances d'avoir des mobilités, des possibilités de mobilité, d'accéder à ces mobilités. Et donc les systèmes de classement, ça peut être des points, ça peut être ce que vous voulez, ça dépend de votre institution, puisque c'est votre institution qui va poser sa candidature pour un certain nombre de mobilités par an. Eh bien, c'est cette institution qui choisit qui elle favorise et qui elle ne favorise pas. Donc, bon, je ne vais pas vous dire, il y a des techniques pour savoir quelles sont les meilleures façons de faire. Il faut peut-être plus de visibilité, plus de stages, etc. etc. Donc la meilleure façon de faire, c'est de dire à l'institution, qu'est-ce que je peux faire qui va me générer une valeur ajoutée pour pouvoir partir. Alors, il y a des choses qui sont propres à la personne. Une personne boursière aura plus de chances d'avoir des points qu'une personne qui n'est pas boursière, par exemple, puisqu'aujourd'hui, il y a une grande appétence pour intégrer au maximum les personnes ayant le moins de chances possible de partir. Vous avez aussi le gender. L'Union européenne vous avez plus de chances de partir qu'un garçon, messieurs, désolé. Mais voilà, tout simplement, parce qu'effectivement, mais oui, parce qu'il y a une politique aussi d'équité par rapport au gender, et donc l'Union européenne, elle favorise l'équilibre, ce qu'on appelle la parité, c'est-à-dire l'équilibre des genres dans toutes ces institutions, dans toutes ces organisations, y compris dans les financements d'ailleurs. Donc demandez-leur comment ils décident. Et il faut coller à ce qu'ils décident. Mais c'est propre à votre organisation. Est-ce qu'il y a une autre question?
from the parliamentaries. Sinon, je vous la fais en anglais, la prochaine réponse. Pas d'autres questions? Personne? Ah, monsieur. Je vais peut-être détonner, étant d'une ancienne génération. Moi, ma question, c'est quelle importance pour arriver à réduire les fractures socio-économiques à l'enseignement à la fois de l'esprit critique, de la rigueur et de la coopération entre les personnes qui apprennent. Vous ne détonnez pas, c'est fait partie des guidelines des principes d'Erasmus. En fait, mais c'est quelque chose, enfin, ces humanités, parce que là vous évoquez en fait les humanités, ces humanités, on va les retrouver de toutes les façons dans l'ensemble des cursus. Et ils sont attendus dans l'ensemble des cursus. Et aujourd'hui, vous allez avoir, par exemple, alors plus aux Pays-Bas, plus à nouveau dans les pays du Nord, vous allez avoir des recherches justement pour aller, enfin plutôt des avancées pédagogiques ou des méthodologies pédagogiques qui permettent justement d'apporter cette façon de faire, ce recul qui est nécessaire pour l'apprentissage académique. Ce n'est pas parce que vous avez une harmonisation de lisibilité que l'esprit critique ne trouvera pas sa place. Ce n'est pas parce que vous allez avoir une facilité à comprendre qui fait quoi, quels sont les programmes, etc., que, disons, la pensée des Lumières n'aura pas sa place. Il y a vraiment une distinction à faire entre un processus qui est un processus, je dirais, administratif de lisibilité et le contenu des enseignements qui, eux, restent très ouverts, qui, eux, permettent effectivement des logiques critiques, etc. Et plus on est dans une pédagogie qui est une pédagogie, je dirais, de respect de l'honnête homme qui est l'étudiant ou de l'honnête femme qui est l'étudiant, et bien plus on est dans une logique où cette personne va apprendre justement à s'exprimer, à avoir l'esprit critique, à critiquer l'enseignant, ce qui est absolument important, à challenger l'enseignant, ce qui est fondamental. Et donc en fait, plus on a une facilité de lisibilité des éléments administratifs, plus on est libre pédagogiquement, et donc plus on va avoir des acteurs qui seront finalement des acteurs à même de penser, de réfléchir, d'aboutir et de construire l'innovation de demain. Je ne sais pas si je réponds à votre question. En partie seulement. Madame. Oui, je crois que Madame voulait intervenir au premier rang. Oui, bonjour. C'est juste pour compléter en fait la question qui a été posée. Parce que cette question se pose notamment avec l'arrivée de l'IA, des IA génératives, et effectivement, dans quelle mesure cette question aussi est prise en compte au niveau européen dans les méthodes pédagogiques, et notamment pour assurer cet esprit critique. On n'a pas beaucoup de recul sur les IA. En revanche, ce qui est clair, c'est que toute personne qui n'est pas en capacité de poser la bonne question à l'IA aura la mauvaise réponse. Alors ça s'appelle un prompt. Je ne vais pas vous faire un cours sur les prompts. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que si vous posez à une IA une question pleine de fautes d'orthographe, avec beaucoup d'erreurs et avec des approximations, ben vous aurez une réponse. Je ne dis pas avec des fautes d'orthographe, parce que ça, les IA génératives savent gérer. Mais en l'occurrence, pour le reste, ça peut être assez intéressant. Et une IA, en plus, c'est sympa, parce que ça peut avoir des coups de folie. Enfin, les médias sont pleins des coups de folie des IA, mais en fait, ils génèrent en général ils ont des sortes de visions et de délires. Et en général, quand la question est mal posée, on va très vite tomber dans un délire, une réponse qui sera une réponse, disons, pour être simple, à côté de la plaque. Donc l'IA aujourd'hui générative, elle n'est pas mature totalement, même si les technologies vont très vite, mais surtout, quand on parle d'IA générative, il faut savoir qu'on parle d'éléments statistiques, c'est-à-dire qu'elle ne pense pas, l'IA générative, elle vous répond en fonction de la statistique, de la construction de la phrase que vous avez vous-même posée. Donc si vous mettez dans le mauvais ordre, vous allez avoir la mauvaise réponse dans le mauvais ordre. Donc elle ne pense pas, ce n'est que de la statistique. Comme ça n'est que de la statistique, ça va vous donner peut-être l'illusion que ça pense, mais ça ne pense pas. Qui plus est, quand ce n'est pas entraîné, ou mal entraîné, ça peut avoir des conséquences qui sont des conséquences chimériques, pour employer le terme qui est employé, ou hallucinatoires, pour employer le terme qui est employé techniquement. Donc l'IA aujourd'hui n'est pas mûre, enfin les IA génératives ne sont pas mûres, et pour pouvoir parler aux IA génératives, et c'est ce qu'il faut retenir, pour parler aux IA génératives, il faut absolument maîtriser d'une certaine façon le langage, maîtriser la structure de la langue, savoir poser les questions et savoir enrichir les questions de suffisamment de matériaux
pour obtenir la bonne réponse. Et une chose pour vous, sachez que c'est très facile de découvrir qui a utilisé une IA ou pas, tout simplement parce qu'en général, vous avez une réponse en 3 parties, que vous n'avez pas de faute d'orthographe, et que, en général, vous avez une conclusion qui vient à la fin. Ce que vous ne faites jamais quand vous rendez un devoir, qui est le devoir qui est attendu, enfin qui est donné en cours, etc. Sauf à penser comme une IA et du coup à répondre sans faute d'orthographe, en 3 parties avec une conclusion. Ce qui est possible aussi. Mais bon, en général, on voit assez facilement qui a utilisé et qui n'a pas utilisé. À titre personnel, je préfère qu'on utilise parce qu'au moins, il n'y a plus de faute d'orthographe. Merci Caroline. Est-ce qu'il y a une toute petite dernière question pour clôturer cette session? Non? Bon. Eh ben, merci. Peut-être, il y a juste les réponses. Les réponses. Les réponses. Les réponses, les réponses, les réponses. Donc, on a eu plein de réponses, c'est bien. Je ne sais pas si on a le cas. Visiblement, les questions et les réponses ont été comprises. Alors, plutôt pour la première. Pour la deuxième, c'est un petit peu plus difficile. Voilà, puisque pour la deuxième, on a quand même... Pour la première, on a 96% des personnes qui ont compris la question et la réponse. Ça fait plaisir. Et 98% d'adhésion. Ça, c'est sympa. Alors, pour la deuxième, en revanche, il n'y a que 84% des gens qui ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, venez me voir, je réexplique à la fin de la session. Et pareil, et une adhésion un petit peu moindre, puisqu'on est à 82% d'adhésion. Mais ça reste quand même une adhésion poutinesque. Ensuite, vous avez la troisième question. Ah, c'est mieux. On a fait mieux, là. On a fait mieux. On a fait quand même 92,3% de compréhension et 96% d'adhésion. Pas mal. Et les 4 et 5? Alors, la 4, on a 94% de compréhension et 98,1% d'adhésion. Ça, c'est sympa, merci. Et la 5e, on a 90,4% de compréhension et 92,3% d'adhésion. Mais vous êtes de vrais Européens. Bravo, merci pour tous. Et puis, allez voter.